Salut tout le monde, je suis Farid Las, personnage échappé du tableau de Georges de la Tour intitulé Le tricheur à l'as du carreau. Bienvenue au CPG Casino pour notre grand enjeu, le travail. Et comme aujourd'hui c'est le 1er mai, je profite de l'occasion pour saluer tous les travailleurs du monde. L'équipe est là, mais on remarque un peu le rose sur le visage, la chemise, etc. Pouvez-vous nous dire quelle est l'histoire de cette couleur-là? Oui, vous étiez au Moussem de Qalat Mougouna. Ah, c'est bien. Vous êtes chanceux, vous avez apprécié le Moussem. Vous, monsieur Virgile, vous avez aimé la culture de la rose, les vallées, etc. C'est paradisiaque. Assurément, vous leur avez donné quelques conseils. Le greffage, euh, les soins donnés à la rose, etc. Oui, merci. Et vous, madame, vous êtes intéressée à la condition des travailleurs et des travailleuses. Oui, j'espère qu'ils ne sont pas exploités comme dans les usines. Et vous, monsieur Vinaver, qu'est-ce qui attire votre attention? Vous pouvez me dire quelque chose? Oui, donc le produit, c'est bien, donc il a un fort potentiel économique, mais, il faut que ça soit révisé. Donc la manière dont on produit, c'est trop artisanal, ça rapporte pas beaucoup. Donc il faut miser un peu sur la production, hein, le produit, comme tout ce qu'on fait avec la rose. Jusqu'à présent, ça reste un artisanal. Donc ça peut pas, voilà, aller vers, voilà, conquérir des marchés. Hein. Donc la concurrence aujourd'hui, elle est forte. Hein. Du jour au lendemain, on peut se faire dépasser par un autre produit, ou bien par un autre produit similaire, ou bien quelqu'un qui fait de même, ou bien qui plante la rose, il peut nous détrôner. Eh bien, donc un produit, ça ne se bricole pas. Il faut qu'il y ait un savoir. Ah bon, ça se bricole pas? Vous l'avez déjà dit dans votre ouvrage. Un produit, ça ne se bricole pas. C'est-à-dire, ça nécessite un savoir-faire, des techniques de production plus élaborées, des techniques de commercialisation plus élaborées, des investissements, etc. Eh bien, ce n'est pas sans raison que la mise ou bien la partie d'aujourd'hui est là pour sujet le travail, savoir-faire, outils, produits et rationalisation. Eh bien, soyez prêts pour la première mise, le savoir au travail. Dans le travail, est-ce qu'on a besoin d'un savoir? On accorde le privilège aujourd'hui à M. Virgile, son livre il est didactique. Il a beaucoup de choses à nous dire. À la page 49, vous dites « Je puis te rappeler une foule de préceptes des anciens. Si tu n'y répugnes pas, et ne dédaigne pas de connaître de menus détails. » C'est bien, donc là, vous voulez nous rappeler une foule, une grande quantité de préceptes. Et qui dit préceptes, ce sont tout simplement des formules exprimant une leçon, une règle, un principe, etc. Oui, donc à l'époque, donc les cultivateurs ils ne sont pas tous alphabétisés, ils n'écrivent pas. Donc pour transmettre le savoir concernant l'agriculture, l'élevage, etc., donc ils ont développé des préceptes, c'est-à-dire des phrases, voilà, qui contiennent une leçon, un commandement, une manière de faire. Donc c'est une leçon que l'on que les aïeux se transmettaient, voilà, pour montrer comment faire. Donc il y a un savoir dedans. Oui, un voisin m'a déjà donné une. Il m'a dit que il a bent karmousa, bent l'rissa, c'est-à-dire au moment où le figuier dans ses fruits, voilà, donc attends-toi, donc les pluies ne sont pas loin, donc il faut se préparer. Donc voilà, ça c'est un type de précepte. Et vous, monsieur Virgile, vous dites que voilà, vous allez nous transmettre ou bien nous donner quelques préceptes. Et, voilà, et ce sont des savoirs. Et quoi d'autre? Et de menus détails. Donc le cultivateur, il est appelé en quelque sorte à connaître les menus détails. C'est un menu, quelque chose de musique, quelque chose de spécial, de particulier, de précis,
etc. Donc les détails, donc la culture, donc bien donc, quel que soit un domaine de travail, donc il y a des détails, des connaissances voilà, qui sont un peu, on dirait, trop spéciales, voilà, que le cultivateur doit, ou bien l'éleveur doit avoir pour mener à bien son travail. Oui, nous sommes tout à fait d'accord. Oui, à la page 41, vous dites, mais avant de fondre avec le fer une campagne inconnue, qu'on ait soin d'étudier au préalable les vents, la nature variable du climat, les traditions de culture et les caractères des lieux. C'est bien, donc avant d'entreprendre quoi que ce soit, et surtout une terre qu'on n'a jamais cultivée, il faut s'informer, il faut se documenter, il faut étudier avant de s'engager, avant de fournir n'importe le moindre effort. Donc ça va dans le sens de ne pas de travailler d'une façon logique, rationnelle. Donc il faut étudier au préalable les vents. Voilà, donc les vents et la nature variable du climat. Donc il faut avoir une base de données concernant la climatologie ou bien la météorologie concernant un lieu. Par exemple, à Ouarzazate, on ne va pas planter le bananier ou bien l'avocassier. Donc ça demande, c'est une culture qui est voilà, gourmande au niveau des eaux. Et aussi, il y a la chaleur, et aussi les vents, et le chelgui, etc. Donc, ce sont des plantes qui ne conviennent pas. Donc, il faut, si on veut cultiver quoi que ce soit dans un endroit, il faut avoir une base de données. C'est-à-dire, il faut avoir un savoir, des connaissances précises. Oui, on est tout à fait d'accord. Monsieur Vinaver, à la page 16-17, le personnage Pasmar et sa formation. Donc lui, c'est donc il a obtenu une licence en lettres, mais il a été embauché pour assurer son travail actuel. Il est chef de l'administration des ventes. Et voilà, on remarque ici, il y a une certaine inadéquation entre le diplôme, ou bien la formation, et le travail. Mais si on considère qu'il est un homme cultivé, qui alphabétisé, etc., donc il peut s'adapter. Donc, si on a un minimum d'instruction, on peut s'adapter donc au domaine du travail, faire un travail qui, en quelque sorte, même, il est un peu loin dans notre domaine de formation. La page 33, Monsieur Hand, c'est un professeur au Collège de France. Là, ça rime. Donc lui, c'est un docteur, etc. Donc sa formation et son travail, il rime. Donc voilà, il y a une congruence. Et c'est nécessaire d'ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas un diplôme doctorat, ne peut pas donner des conférences. C'est bien, c'est naturel, c'est évident. À la page 50 de M. Topfer qui écume les bibliothèques pour suivre la trace des objets. M. Topfer, c'est un antiquaire. Donc, pour bien connaître, bien avoir une idée sur les objets qu'il acquiert, ou bien qu'il achète, ou bien qu'il vend, ou bien qu'il cherche, ou bien que les gens lui demandent de conseils dessus. Donc il doit écumer des bibliothèques, c'est-à-dire il doit lire énormément de documents, il doit lire des ouvrages historiques, etc., pour tout simplement avoir une idée très précise sur les objets ou bien les antiquités qu'il est en train de vendre, ou bien d'acheter, ou bien d'étudier. Et voilà, donc ici également, donc le savoir, il est nécessaire au domaine du travail. Le personnage de Rezani, c'est le psychosociologue. Il est le conseil de l'entreprise Ravoir et Dehaze. Il explique l'importance de l'acte de déféquer et de s'essuyer chez l'être humain. Voilà, donc là, c'est un peu bizarre. Comment est-ce qu'un psychosociologue peut intervenir dans une entreprise qui fabrique le papier hygiénique? Le papier hygiénique, ça sert à s'essuyer et ça finit. Mais comment? Ah oui, donc vous dites, monsieur Vinaver, oui, on a besoin tout simplement de connaître le consommateur. Donc la connaissance du consommateur, le comportement du consommateur,
Donc, ça fait partie du processus de la conception du produit. Donc, pour produire quelque chose qui convient au goût et aux attentes et aux besoins du consommateur, donc il faut étudier sa psychologie, il faut étudier donc la société dans laquelle il se trouve. C'est bien, oui. Oui, donc là, donc, un psychosociologue, donc, c'est un profil aussi qui est nécessaire dans une entreprise. Donc, et son savoir, même s'il ne touche pas là le processus de fabrication, d'usinage ou bien de livraison, etc. Donc, il intervient en amont dans la conception. C'est bien. Pour vous, Madame Simone, vous dites, à la page 59, de l'autre côté, une équipe de chaudronniers travaille autour de grandes tables, travail accompli en équipe, fraternellement et avec soin et sans hâte. C'est bien. Travail très qualifié où il faut savoir calculer, lire des dessins très compliqués, appliquer des notions de géométrie descriptive. Et bien là, donc, c'est une catégorie de travailleurs à l'usine, ce sont les chaudronniers. Ces chaudronniers-là, donc, leur travail il est qualifié, c'est-à-dire ils doivent avoir un diplôme, et aussi dans leur travail, donc ils ont besoin d'un savoir assez théorique, à calculer, lire des dessins compliqués, de la géométrie, etc. Bon, donc si on n'a pas ce genre de formation, donc donc le savoir, donc ce sont des connaissances acquises par l'étude. Donc s'ils n'ont pas acquis ces savoirs-là, donc ou bien ces connaissances, ils n'auraient pas effectué ou bien été capable d'effectuer ce travail. Donc là, dans le travail qualifié, donc le savoir, il est nécessaire. À la page 216, chez Ford, l'entreprise qui fabrique les voitures, à l'époque, il n'y a qu'1% d'ouvriers qui aient besoin d'un apprentissage de plus d'un jour. C'est bien, donc, c'est-à-dire 99%, ils nécessitent un apprentissage de moins d'un jour, si ce n'est aucun apprentissage. C'est-à-dire ils font des tâches mécaniques, hein. On leur apprend des gestes, on leur montre des gestes à faire et puis donc c'est-à-dire dans cette société, à l'époque, ou bien cette organisation de travail dans cette société fait en sorte que on n'ait pas besoin d'ouvriers qui ont un savoir-faire. Donc voilà, donc ça c'est donc cette organisation de travail, donc il a en quelque sorte annulé ou bien s'est débarrassé de travailleurs, voilà, ou bien de la nécessité pour que le travailleur ait un savoir, et on verra quelles en sont les répercussions. Eh bien, donc, en général, donc, le travail, ça demande un savoir, des connaissances relevant de l'étude. Mais, qu'en est-il du savoir-faire? Donc, qui dit savoir-faire, donc, c'est dit des connaissances pratiques dans un domaine. Bon, on peut donner l'exemple de vous, les futurs ingénieurs. Ici, aux classes prépa, vous êtes en train d'acquérir des savoirs par l'étude, maths, physique, sciences de l'ingénieur, informatique. Dans les classes d'ingénieurs, vous allez mettre à profit ces savoirs-là. Donc, à travers ces savoirs-là, vous allez apprendre des savoir-faire. Voilà, comment concevoir des systèmes, des machines, des procédés de production, des améliorations, etc. Donc, voilà donc votre formation suivante sera beaucoup plus technique et technique, je dirais. Eh bien, à la page 88, c'est Virgile, on vous accorde toujours le privilège, et l'on est de même de la terre grasse, nous la reconnaissons aux marques suivantes. Jamais il ne s'en va en poussière en passant de main en main, mais à la manière de la poix, elle s'attache au doigt qu'est la manie. Eh bien, donc là, c'est un savoir-faire, c'est une technique. Comment reconnaître, comment identifier une terre grasse. Donc
la technique, c'est clair, hein. Donc il faut procéder à quoi? À prendre un échantillon, le passer dans sa main, et s'il n'y a pas de poussière qui en résulte, c'est-à-dire la terre s'effrite, voilà, c'est qu'elle est grasse. Et également, donc c'est une terre qui colle au doigt, c'est à la manière de la poix, donc la poix c'est une résine. Donc là, vous entendez donner un savoir. En général, vous l'avez déjà dit à la page 87. Maintenant, je dirais de quelle façon tu pourras reconnaître chaque terrain. Veux-tu savoir si une terre est légère ou si elle est d'une densité peu ordinaire, etc. Également, donc, si en général, donc là, vous entendez apprendre au cultivateur le savoir-faire de, de l'identification, comment identifier un terrain. Donc là, donc c'est un peu le savoir et le savoir-faire, mais dans l'exemple de tout à l'heure, vous avez donné une illustration par l'expérience. Et voilà cette expérience à laquelle le cultivateur il est appelé à procéder. Également, toujours dans le domaine de la culture, là vous avez oublié la page, au surplus, quels que soient les arbustes que tu plantes, par les champs, couvre-les d'un bon fumier et n'oublie pas de les cacher sous une épaisse couche de terre. Voilà, donc ça ce sont des techniques, moyens de façon de procéder ou d'y enfouir. Voilà, au cas l'alternative, si tu ne fais pas ça, donc tu peux faire aussi ou d'y enfouir une pierre poreuse et de rugueux coquillages, car les eaux s'infiltreront dans les intervalles et l'air subtil y pénétrera les plants et les plants seront ranimés. Donc voilà une façon, donc il faut penser à laisser l'eau, à permettre à la plante ou bien à l'eau d'arriver à la racine. Donc la plante, il faut qu'il reçoive de l'eau et de l'air. C'est un être vivant. Et pour ça, donc, il y a deux techniques. Soit tu mets une roche rugueuse, voilà, c'est-à-dire qui est poreuse, il est perméable à l'eau. Et également, donc, ça permet aussi à l'air d'arriver à la racine. Donc si l'eau n'arrive, il risque l'assèchement. Si l'air n'arrive pas, donc également, il reste l'asphyxie. Donc il faut avoir cette technique ou bien ce savoir-faire, tout simplement pour entretenir ces arbres et assurer leur croissance. Également, ça c'est un autre versant des savoir-faire, et si ça concerne, je crois, l'élevage. À la page 120, vous dites « Engage-toi dans la voie du dressage, tandis que leur humeur est docile encore et leur jeune âge facile à plier. Et d'abord, attache-leur au cou des cercles flottants d'osier minces, puis quand leurs libres cols se seront faits aux joues, attelle-les deux par deux à de vrais colliers et force-les à marcher de front. » Là, il s'agit du dressage des veaux, bien des animaux, des bêtes de somme. Dans cet exemple-là, donc il s'agit des veaux. Donc, on n'attend pas que le veau devienne un taureau pour le mettre au joug, pour l'engager dans les travaux. Il ne va plus obéir. Rappelez-vous, tout simplement, les cow-boys américains, donc, quand ils se livrent au j'ai oublié le nom, ce sport-là, ils montent sur des taureaux qui ne sont pas dressés. Là, donc le taureau, il n'accepte pas qu'il y ait quelque chose au-dessus de son dos, et il s'agite jusqu'à faire tomber le cow-boy. Par contre, au Brésil, en Inde, on voit même des agents de police qui circulent à bord ou bien au dos de bœufs, de taureaux. Donc ces taureaux-là, ils sont dressés. Donc voilà, ici, Virgile, il donne une technique de dressage, un savoir-faire. Il faut commencer très tôt, puis habituer-le
habituer l'animal à porter un collier voilà, léger, même s'il ne, si on lui a- on- si- même s'il ne traîne rien. Puis, donc, comme ça, il va prendre l'habitude de cet objet-là qu'on lui a enfilé. Et puis, par la suite, il va euh, s'habituer à travailler voilà, avec un autre bœuf. C'est-à-dire, il va accepter à travailler en deux, donc en acceptant l'attelage, en s'habituant à l'attelage, puis à obéir aux commandes. Donc il doit apprendre à obéir aux commandes. Donc tout ça, donc le dressage, c'est un savoir-faire. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà, il peut le faire. Hein. Ou bien, donc il y a des règles à respecter, des procédures à respecter pour réussir cette, cette entreprise ou bien ce travail. Également, à la page voilà, 121, vous dites quand ces génies sont devenus mères, on ne va pas, à l'exemple de nos pères, remplir les jattes de leur traite neigeuse. Voilà. Mais laisse-les épuiser leur mamelle tout entière pour leur doux nourrisson. Ici, voilà, donc c'est un autre savoir-faire concernant l'élevage. Laisser les, il faut laisser les veaux téter, voilà, suffisamment le lait de leur mère. Surtout, donc les génies, ce sont les jeunes vaches, hein, les vaches qui mettent bas pour la première ou bien le deuxième. Enfin, donc leur pied, il est encore petit, hein, donc il ne donne pas abondamment de lait. Donc il faut pas le priver les veaux de ce lait-là. Donc les aïeux, les pères, donc en quelque sorte, ils procédaient à la traite de ces jeunes vaches. Et comme ça, donc les nourrissons, ils ne trouvent pas assez de lait. Et voilà, on sait tous que même chez l'être humain, donc les premières tétées sont les plus décisives pour la croissance. Eh bien, donc là, c'est un savoir-faire à acquérir. Ou bien que Virgile recommande au cultivateur ou bien à l'éleveur. À la page 211, Madame Simon, vous dites le système de montage à la chaîne a permis à remplacer des ouvriers qualifiés par des manœuvres spécialisées dans les travaux en série. Au lieu d'accomplir un travail qualifié, il n'y a plus qu'à exécuter un certain nombre de gestes mécaniques, c'est-à-dire dans l'organisation actuelle ou bien nouvelle de travail dans les usines. Donc les manœuvres, c'est-à-dire ceux qui faisaient qui travaillaient avec leurs mains, donc c'est-à-dire ils n'ont pas besoin d'un savoir ou bien un savoir-faire. Donc on leur demande tout simplement de faire des gestes. On leur apprend à faire des gestes et puis ils commencent à travailler, sont opérationnels dès le premier jour. Donc c'est cette catégorie de travailleurs, comme vous venez de dire, donc ils ont en quelque sorte remplacé les ouvriers qualifiés, donc qui ont une formation plus une expérience. Et voilà, donc la résultante, c'est un perfectionnement du système de Taylor qui aboutit à ôter à l'ouvrier le choix de sa méthode et l'intelligence de son travail, à renvoyer cela au bureau et à renvoyer cela au bureau d'études. C'est-à-dire, cette façon ou bien cette organisation de travail, donc il a dépouillé l'ouvrier de prendre des décisions, de faire des expériences, d'apprendre, de comprendre ce qu'il fait, etc. Voilà, c'est à travers le contact avec l'objet qu'on travaille qu'on développe des savoir-faire. Ici, l'ouvrier dans l'usine, donc il est privé de ça parce que c'est le bureau d'études qui détermine ce qu'il doit faire. Et ainsi, comme vous l'avez consigné à la page 211, donc ce système de montage fait aussi disparaître l'habileté manuelle nécessaire à l'ouvrier qualifié. Donc la résultante, elle est un peu triste. Donc l'ouvrier même qualifié, donc il perd cette habileté
qu'elle acquiert. Qui dit habileté, donc il y a donc le savoir-faire, l'art de faire quelque chose. Donc malheureusement, la nouvelle organisation, il a en quelque sorte lui voilà, à la qualité des savoir-faire que l'ouvrier acquiert tout au long voilà, de son expérience de travail. Oui, à la page 46, Monsieur Villeneuve, vous dites tu ne vois pas qu'aveugle comme il est, l'or dans ses mains s'est transformé en sable, et le sable lui file entre les doigts. Ici, c'est Benoît le fils qui est en train de critiquer son père. Donc, il le taxe d'aveugle, c'est un peu cynique. Également, donc, il met l'accent sur le fait que l'or dans ses mains s'est transformé en sable. Normalement, l'or, quand on a l'or, quand l'or il est entre les mains d'un orfèvre, donc ça se transforme en un bijou. Hein. Donc l'or, c'est une matière qui prend plus de la valeur avec le travail qu'on lui fait subir. Donc le travail qu'on fait subir. Alors, donc il y a un savoir-faire, un orfèvre, celui qui travaille l'or. Donc c'est selon ses connaissances, selon son expérience, selon son savoir-faire, son habileté, il peut faire de quelques grammes d'or un bijou trop cher, convoité, unique, original. Eh bien, ici, Benoît, il reproche à son père que l'or qu'il a dans ses mains, donc ici métaphoriquement, c'est-à-dire l'entreprise. Donc, sur l'entreprise, il peut faire de l'or. C'est de la matière brute. Donc, il s'est transformé en sable. Donc, il s'est déprécié. Donc, il perd de sa valeur. Donc, il est devenu quelque chose de... Alors, comparant la valeur de l'or au sable, c'est astronomique, c'est rien. Alors, un gramme, maintenant, je crois, c'est plus de 500 dirhams. Un gramme de sable, c'est insignifiant. Eh bien, donc pourquoi donc ici, c'est-à-dire le père, il manque de savoir-faire. Donc, ou bien son savoir-faire n'est plus d'actualité. Donc, il est dépassé. Lui, il est fidèle à une tradition. Eh bien, donc la nouvelle donne la situation actuelle où se trouve l'entreprise ou bien le domaine du travail en général dans lequel ils opèrent. Donc, il nécessite d'autres savoir-faire, d'autres attitudes, une autre philosophie, comme il a dit ailleurs. À la page 53, donc, ici le personnage, on reproche au personnage du taux, vous avez encore certaines choses à apprendre à l'emploi des hommes. Par exemple, ici c'est Olivier, le fils de Fernand, qui reproche à ce salarié le fait qu'il manque de savoir-faire concernant l'emploi des hommes, comment gérer les hommes, comment faire travailler les hommes, donc comment être un chef, comment être un leader. Donc ça, c'est un savoir-faire, ça s'acquiert, ça s'acquiert, donc ça s'étudie, mais beaucoup plus ça s'acquiert par l'expérience. Et voilà, donc ce n'est pas sans raison que le savoir-faire, c'est une connaissance pratique d'un domaine. Donc il y a le contact avec ce qu'on fait, c'est ce qui nous donne un savoir-faire. C'est la manière d'agir. Ici, du taux, il manque de ce savoir-faire. Il manque de tact, en quelque sorte, comment faire travailler ces hommes. Donc, il n'arrive pas à l'heure, comme lui a reproché du taux, à insuffler l'enthousiasme à ses salariés. Eh bien, on a vu dans le travail, donc il y a savoir et savoir-faire, il y a un autre élément qui est très important, qui entre en jeu, c'est l'outil. Et qui dit outil, l'instrument. Depuis que l'homme est homme, donc il a mis au point des instruments, des outils. C'est la mise au point des outils qui a permis à l'homme de se distinguer de l'animal. Oui, donc j'espère, j'ai jamais vu un oiseau qui a mis au point un outil. Voilà, donc les animaux, en quelque sorte, donc ils utilisent leur instinct pour tout simplement vivre et survivre, alors que l'homme, il a mis au point des outils.
à la page 46, c'est toujours Virgile, on commence, on lui accorde ce privilège aujourd'hui. À la page 46, vous dites alors on connaît le durcissement du fer et la lame de l'acier aigu, car les premiers hommes fondaient le bois avec des coins. Alors vinrent les différents arts. Eh bien, donc l'homme, après l'âge de la pierre, donc il a découvert le fer. Et à travers ce fer-là, donc il a fabriqué la lame de scie. Donc la scie, donc c'est cet instrument qui permet de couper d'une façon régulière un morceau de bois et même le fer et même le marbre. Donc car les premiers hommes fondaient le bois avec des coins. Donc les coins, donc c'était des morceaux de fer qu'on mettait dans une fonte et en frappant dessus ces coins-là, ces morceaux de fer, donc le bois ces carisses se fondent en deux. Mais la fonte n'est pas régulière, alors que avec la scie, donc la coupe elle est régulière et selon le besoin. Donc voilà l'outil. Regardez l'outil, ce que l'outil a permis. Donc couper avec une scie, ce n'est pas couper avec des coins. Couper avec des coins, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie. On frappe, donc le produit n'est pas, il n'est pas uniforme. Voilà, quand on fond le bois, donc on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une coupe longitudinale droite. Donc il y a toujours des échancrures, etc. Et bien voilà, donc des irrégularités dans la forme. Alors qu'avec l'acier, donc c'est très droit, c'est régulier, etc. Et puis alors vinrent les différents arts. Et les différents arts, qui dit art, dit technique. Donc les techniques viennent de, voilà, en mettant au point l'acier, donc il y a d'autres arts, d'autres techniques qui se sont suivies. Donc menuisier, etc., etc. Donc voilà, donc ce sont des métiers même qui ont vu le jour grâce au fer et à la scie et autres instruments. Voilà. Et, pardon. Oui, vous continuez, Monsieur Virgile. À la page, voilà, vous avez oublié dans la foulée. À la page, il nous faut dire maintenant quelles sont les armes. Je crois que c'est le premier livre. Hein. Oui. Il nous faut dire maintenant quelles sont les armes propres aux rudes campagnards, sans lesquelles les moissons n'auraient pu être semées ni levées. Ah voilà, donc les armes ici veut dire donc les instruments. Donc les instruments, les outils, ce sont des armes. Et les armes, donc c'est avec ce quoi on se défend. Donc les outils ici sont assimilés aux armes. Et ici, le travail, donc en quelque sorte, c'est une guerre. Et voilà, donc sans lesquels les moissons n'auraient pu être semées ni levées. Et puis vous mettez deux points. Le socle de bois, de la roue courbée, les chariots à la marche lente, les rouleaux, les traîneaux, les herses, puis le vil attirail, les clés, le vent, etc. Donc voilà, ça c'est une liste d'outils, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que ces outils ils sont assimilés à des armes. Donc tels sont les instruments que tu auras soin de te procurer longtemps d'avance si tu veux mériter une gloire d'une campagne d'avance. Donc pour que le travail soit fructueux, pour avoir de bons résultats, il faut être armé jusqu'à la dent. Voilà, comme dit l'expression. Donc il faut être bien armé pour faire son travail comme il faut pour garantir une bonne récolte. Oui, donc ici, l'outil il est nécessaire. Et le travail ne peut être fait sans ces outils-là. Pour vous, Madame Simone, à la page 236, vous dites « Les machines ne sont pas à lui, ils servent l'une ou l'autre, selon qu'il en reçoit l'ordre. Il les sert, ils ne s'en servent pas. Ils ne sont pas pour lui un moyen d'amener un morceau de métal
à prendre une certaine forme, etc. Bon, donc ici, la situation, c'est que, comme on vient de dire chez Virgile, en quelque sorte, c'est l'homme qui domine donc le fait qu'il utilise l'instrument, donc il le domine. Là, donc, c'est un peu, c'est à l'envers, pardon. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les machines sont devenues les maîtresses. Donc l'homme, il est dominé par l'outil qu'il a mis au point. Donc en quelque sorte, l'outil, il a asservi le travailleur. Voilà, donc c'est un peu curieux cette transformation, bien cette génération au niveau du travail. Donc normalement, c'est l'homme qui doit être c'est le maître et non pas l'inverse. Mais avec cette nouvelle organisation du travail, cette tendance qu'a pris le travail et la production, donc l'homme, c'est lui qui sert, c'est lui l'esclave de la machine et non pas l'inverse. Eh bien, pour vous, monsieur Vénavert, bien que la pièce se passe bien les événements de votre pièce se passent dans l'administration bien parmi les cadres, et donc est-ce qu'il est question des outils dans votre pièce? À la page 90, vous dites je me crois capable de réussir, mais à deux conditions. Ici, c'est Benoît qui parle. La première, c'est que le premier, c'est que je dispose, c'est que je dispose tout de suite du fonds de roulement indispensable de soit un prêt de 6 millions. Je relis. Je me crois capable de réussir, mais à deux conditions. La première, c'est que je dispose tout de suite du fonds de roulement indispensable, soit un prêt de 6 millions. Donc ici, donc pour réussir son travail, bien pour sauver l'entreprise, Benoît, donc il met une condition à laquelle il faut qu'il dispose du fonds, un fonds de roulement, c'est-à-dire une somme d'argent. La somme d'argent, ça va provenir de la banque, c'est-à-dire il doit avoir un prêt. Donc, il faut que la banque consent à lui prêter de l'argent. Donc, et cet argent-là, il faut le penser en mettant un outil indispensable. Donc, c'est un outil, c'est un moyen qui lui permettrait tout simplement de remettre l'entreprise sur les rails, parce qu'il est en train de chavirer. Eh bien de le remettre, si on utilise la métaphore de la navigation, donc pour le remettre sur la surface. Et donc là, l'entreprise, donc il manque de fonds, donc il a besoin de fonds de roulement, il a besoin d'argent. Donc l'argent ici, c'est un outil, c'est un instrument. Et ce n'est pas sans raison qu'on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Non, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un levier, parce que c'est avec cet argent, il peut acheter des machines, engager de nouveaux profils, ou bien de nouveaux salariés, ici le cas, donc il va engager des agents de marketing, et ça demande beaucoup d'argent. Eh bien, donc l'argent, effectivement, c'est un outil. À la page 66, c'est « Vous posez admirablement ce soir, mademoiselle ». Donc c'est le modèle. Ici, c'est Dehaze, c'est le père qui est en train de faire la peinture. Donc il a devant lui un modèle. Un modèle, c'est un être humain, c'est un mannequin, c'est une femme qui est là et qui vient, il pose devant lui et il la dessine, il la peint. Donc ici, on peut interpréter cela comme étant, donc le modèle, il joue ici le rôle d'un instrument, il fait partie de ses études de travail. Si le modèle n'est pas là, c'est-à-dire cet être humain n'est pas là, donc il ne va pas travailler. Donc ici, on peut
voilà, se permettre et dire que effectivement, donc l'homme il est devenu un instrument. Et ce n'est pas sans raison que à la page 53, vous avez donc Olivier il a dit, on vient de voir la citation, vous avez encore certaines choses à apprendre à l'emploi des hommes. Donc employer un homme, c'est lui donner des voilà, c'est lui donner des directives, lui donner des ordres. Donc et pour donner des ordres, donc il faut être un leader, donc il faut avoir ce savoir-faire. Et voilà donc, et de ce moment, comment faire travailler un homme? Donc l'homme il devient ici un rouage, c'est un outil, c'est un instrument. Donc il faut avoir ce donc ça rejoint la même citation. Donc l'homme, il est dans l'entreprise ou bien dans le travail, il est considéré également comme un outil. Eh bien, du moment qu'on a dans le travail, ça nécessite un savoir-faire, des outils. Donc comment conjuguer le travail de ces trois éléments, donc pour qu'on ait un produit satisfaisant à moindre coût, etc. Donc il y a ce qu'on appelle la rationalisation. Donc la rationalisation, comme qui dit rationalisation, il dit logique, la science. Donc il dit la mesure. Donc il y a ratio. Ratio, c'est mesure, c'est un rapport au sens mathématique. Donc à la page 175, vous la définissez, madame, ce sont les méthodes de rationalisation sont présentées comme des méthodes d'organisation scientifique du travail. Donc il y a de la science. Donc on étudie le travail dans ses moindres détails donc il y a le calcul derrière. Donc qui dit méthode dit et scientifique, il n'y a pas on ne laisse rien au hasard, on calcule tout. C'est ça et voilà, ça rejoint l'étymologie du mot rationnel, rationalisation. Il y a le nombre, il y a l'exactitude, il y a la mesure, si vous voulez. À la page 208, on vous accorde. Donc, vous dites, son souci primordial était de trouver le moyen de forcer les ouvriers à donner à l'usine le maximum de leur capacité de travail. Le laboratoire était pour lui un moyen de recherche, mais avant tout un moyen de contrainte. Eh bien, donc, quand on dit, vous avez dit la rationalisation, c'est l'étude scientifique, c'est-à-dire essayer de réduire le maximum les pertes pour augmenter la productivité. C'est ça le but de la rationalisation, c'est augmenter la productivité. Ici pour Taylor, donc c'est lui dont on parle ici. Donc son souci en utilisant rationalisant le travail à l'usine. Donc son but ce n'est pas d'augmenter la production, mais tout simplement c'est de forcer, contraindre les ouvriers à donner à l'usine le maximum de la capacité de travail. Donc ici, le but de la rationalisation, il n'est plus honnête. Donc honnêtement, donc ça doit contribuer à améliorer la production, améliorer la productivité, améliorer les conditions de travail. Donc ils n'ont pas tout simplement sacrifier la vie des hommes pour augmenter le profit ou bien la production. Eh bien, à la page 215, on a tous lu le long et très beau essai de Simone Weil sur le rationalisme. Mais ce n'est pas cette production qui augmente avec le système de Taylor, c'est-à-dire donc le but de la rationalisation, c'est augmenter la production. C'est quand on augmente la production, donc les coûts baissent. Et voilà, donc le produit il est à la portée de tout le monde. Et ce n'est pas ça là, ce n'est pas cela qui était l'objectif réel. Donc l'objectif c'était en manière générale, ce n'est pas ce qui sert à satisfaire les besoins. Donc
Pardon. La rationalisation, donc d'une manière générale, ce n'est pas ce qui sert à satisfaire les principaux besoins de l'existence. Voilà, c'était le sens dans lequel est allé Taylor. Donc ce qui a été rationalisé, c'est la mécanique, le caoutchouc, le textile, c'est-à-dire essentiellement ce qui produit le moins d'objets consommables. Donc la rationalisation, donc il a pris un autre tournant. Donc au lieu de rationaliser la production du pain, du lait, de l'huile, comme vous l'avez dit madame, donc la rationalisation, elle a pris le chemin des produits qui ne sont pas consommables, mécanique, caoutchouc, textile, etc. Et que vous avez qualifié, donc il s'est focalisé dans l'industrie de la guerre. Donc il a servi l'industrie de la guerre, qui est une industrie qui est destructrice et non pas constructrice. Et voilà, donc malheureusement, voilà le sens qu'a pris la rationalisation. Mais elle s'impose quand même dans quel que soit le travail. Vous avez, à la page 131, M. Vénéré vous dit « Vous avez constaté que j'ai engagé de nouvelles dépenses. Par contre, il y a des dépenses qui peuvent vous paraître indispensables et que je supprimerai. La hache s'abattra dans tous les secteurs. Nous n'avons pas trop de temps, d'énergie pour l'œuvre à accomplir. Et pour finir, je procède à l'apport de sang neuf dans la maison. » Ici, c'est Benoît qui parle. C'est quand il a pris le pouvoir. Donc, il déclare qu'il a engagé de nouvelles dépenses. Donc, les nouvelles dépenses, en obtenant le prêt, bien l'instrument névralgique dans l'entreprise qui est pour l'entreprise qui est l'argent. Donc, il entend investir cet argent-là dans des dépenses qu'il a jugées utiles, bonnes, raisonnables. Et voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Il va supprimer d'autres dépenses que les autres jugeraient nécessaires. Donc c'est ça la rationalisation. Donc, c'est comme l'eau. Donc, rationaliser l'eau, c'est plus produire quelque chose qui est gourmand de l'eau. Il faut orienter l'exploitation de l'eau vers la production de ce qui est nécessaire, la pomme de terre, le blé, etc. Plus produire le pastèque à Zagora. Donc la hache s'abattra ça, c'est une forme de rationalisation. Il faut rationaliser quand il y a un manque de quelque chose, il faut le rationaliser. Donc la rationalisation, donc pour Benoît, ça consiste tout simplement à faire des investissements dans des techniques qui vont lui apporter qui vont rapporter quelque chose pour l'entreprise, à savoir le marketing. C'est pourquoi qu'il a engagé deux agents et il les a payés fort cher. Et puis, donc, nous n'avons pas trop de temps et d'énergie. Donc, c'est-à-dire le temps qui reste et le temps et l'énergie qui reste, ils sont très faible quantité de temps et d'énergie qui reste. Donc quand il ne reste que peu de temps et que peu d'énergie, donc il faut les utiliser de façon rationnelle. Il ne faut pas les dépenser n'importe quoi, tout simplement pour se remettre sur les pieds. Et là, donc la rationalisation, elle s'impose. Un autre cas de figure de la rationalisation, c'est Jacques, c'est l'agent de marketing que Benoît a recruté. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? Nous pourrons alors vous aider à définir vos objectifs, établir votre stratégie et élaborer vos plans. Donc là, c'est un travail de rationnel. Donc c'est un travail rationnel. Bon, pour travailler rationnellement, il faut d'abord définir les objets, puis établir les stratégies, élaborer des plans. Et vous, les futurs ingénieurs, quand vous allez mettre au point des projets ou bien guider ou bien superviser des projets ou bien piloter des projets, donc vous devez appliquer ce schéma-là. Donc partir des objectifs, établir les stratégies, faire l'inventaire des moyens, etc. Puis élaborer les plans A, le plan B. Donc c'est un travail et tout est calculé, on ne fait rien au hasard. Donc ça c'est
Donc, et là, vous devez mobiliser vos savoir-faire, les outils disponibles. Vous devez utiliser tout ça d'une façon rationnelle. Vous, monsieur Virgile, est-ce que le travail voilà, mettez vos noms la prochaine fois, le travail de l'agriculteur, est-ce qu'il nécessite la rationalisation? Oui, à la page 151, vous dites qu'il rapporte lui-même des hautes montagnes le thym et les lauriers thym pour les planter sur une large étendue autour des ruches. Donc vous appelez ici le cultivateur ou bien l'apiculteur à planter le thym et les lauriers thym aux alentours de la ruche. Oui, je vois, c'est intelligent, c'est ingénieux. Pourquoi? Donc, au lieu que l'abeille fasse l'aller-retour entre la ruche et la montagne, donc ça va prendre beaucoup de temps parce que la distance est longue. Et aussi, il y a le risque, voilà, que l'aller-retour peut faire, voilà, constitue pour l'abeille, et aussi la quantité de nectar qu'elle va ramener de loin, donc il sera très réduit. Donc, pour augmenter la productivité, pour faciliter la tâche aux abeilles, donc planter ces plantes-là juste à côté. Et ainsi, les allers-retours vont être multiples, l'abeille ne va pas être fatiguée, il ne sera plus exposé à beaucoup de risques, et la résultante, c'est que la production sera maximale. Donc voilà, donc il y a ici vraiment un cas de rationalisation. Également, vous ajoutez à la page 55, donc beaucoup de travaux nous sont rendus plus faciles par la fraîcheur de la nuit et par la rosée dont au lever du soleil l'aurore humecte les thym. Voilà, ici, donc, vous appelez aussi le cultivateur à profiter du temps où la chaleur elle est moins torride. C'est pendant le matin ou bien la nuit. Donc à ce moment-là, donc on peut travailler à l'aise. Donc le travail est rendu beaucoup plus facile parce que les conditions climatiques ne sont pas difficiles, surtout pendant l'été. Donc travailler pendant la nuit, c'est mieux que pendant la journée où les chaleurs elles sont trop fortes et sont à l'origine d'une fatigue rapide et d'un épuisement rapide, en plus des risques. Et voilà, donc là également, donc travailler rationnellement, donc c'est-à-dire choisir les bons moments pour le travail où le travail est plus facile. Eh bien, oui, on est tout à fait d'accord. Eh bien, donc on a vu travail, savoir-faire, rationalisation. Donc maintenant, est-ce qu'il n'y a pas... Donc tout travail, on travaille pour produire quelque chose. Donc pour produire. Donc il est question on aimerait bien se poser la question, on travaille pour produire quoi? Donc tout ça, c'est pour produire. Qu'est-ce qu'on produit et quel est notre rapport au produit? Eh bien, donc Simon Levé, voilà, donc vous nous avez sorti cette citation. Donc, la rationalisation a surtout servi à fabriquer des objets de luxe et à cette industrie doublement de luxe qu'est l'industrie de guerre, que non seulement on ne bâtit pas, mais détruit. Et voilà, malheureusement, donc la tendance qu'a pris le travail et avec la rationalisation, c'est que donc la production de masse, il est orientée vers des objets de luxe. Donc les objets de luxe, donc tout le monde a... Donc ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est pour une partie, une frange de la société qui a accès à ce genre de produits. Également, c'est une industrie qui produit des armes, et les armes de guerre. Donc, et les armes de la guerre, voilà, ils ne bâtissent pas, ils ne détruisent pas. Donc le sens qu'a pris la production, ou bien avec
le travail, ou bien le travail avec le produit, donc il va vers le sens de l'anéantissement de l'humanité, et non pas vers le développement et la conservation de l'humanité, malheureusement. Eh bien, voilà, c'est pourquoi vous proposez, madame. Donc la solution idéale, ce serait une organisation du travail telle qu'elle sort chaque soir des usines, à la fois le plus grand nombre possible de produits bien faits et des travailleurs heureux. Eh bien, voilà, comme vous en avez parlé, les produits, donc on produit voilà, au détriment de l'homme. Hein. Donc tout ce qui est produit, voilà, donc il est surtout dans les usines, on produit donc ce qui sort de l'usine. Donc il y a derrière la souffrance, il y a l'épuisement de l'homme. Donc on a le produit, oui, c'est bien, il est à bon marché, mais de l'autre côté, on a des ouvriers qui sont épuisés, qui sont anéantis, qui sont exploités. Donc il faut revoir ce rapport-là. Oui, des produits bien faits, à bon marché, etc. Mais en même temps, il ne faut pas que ce soit au détriment des travailleurs. Pour vous, Virgile, il y a toujours le travail d'un cultivateur, il va vers le sens de produire quelque chose, hein, la nourriture. Donc la récolte ne comblera les vœux de la vie de laboureur que si elle a senti 2 fois le soleil et 2 fois les frimas. Alors d'immenses moissons feront crouler ces greniers. Donc également, donc le travail de l'agriculteur, il est orienté vers produire, voilà, plus, hein, produire suffisamment de nourriture, voilà, jusqu'à même à ce que les greniers ou bien les espaces de stockage s'écroulent, c'est-à-dire ça montre l'abondance. Donc il faut, l'objectif d'un cultivateur, c'est tout simplement c'est de produire. Donc et pour produire, donc il faut qu'il y ait un travail, qu'il y ait un travail fait d'une façon rationnelle, qui respecte des procédures, c'est-à-dire qu'il y ait un savoir-faire, des outils, de la rationalisation derrière. Donc tout ça, donc pour qu'on ait un produit, ou bien une production, ou bien une récolte optimale, il faut qu'il y ait il faut que le travail respecte certaines règles, certaines procédures. Il faut qu'il y ait de la science derrière, il faut qu'il y ait de la logique, il faut qu'il y ait et en plus l'effort continue. Eh bien, à la page 47, vous dites c'est par là qu'il sustente sa patrie et ses petits-enfants, ses troupeaux. Donc voilà, donc on produit pour sustenter, pour maintenir en vie. Donc voilà en quelque sorte ce qui a différencié le Simon Veil de Virgile. Donc le cultivateur, il produit pour sustenter, pour assurer ses besoins, pour avoir une souveraineté alimentaire, alors que dans l'industrie moderne, donc ce n'est pas car on n'a pas rationalisé, on n'a pas pensé à produire, voilà, à rationaliser le travail pour qu'il y ait une production qui réponde aux besoins et de façon à ce que tout le monde puisse accéder au pain d'une façon la plus démocratique, sans pression, sans oppression, sans malheur qu'on voit dans les usines. Voilà, malheureusement, ça s'est tourné vers produire quelque chose dont on n'a pas besoin. Pour vous, monsieur Villavert, super. Je lance un nouveau produit conforme au goût des Français. Donc ici, il n'est pas question de produire quelque chose dont on a besoin, etc. Donc ici, le travail ou bien le produit, il va au-devant des goûts, c'est-à-dire qu'il y a des goûts, des fantaisies. Et les goûts et les fantaisies ne s'arrêtent pas. Donc l'homme, on a tous des caprices. Hein. Quand on a quelque chose, on désire autre chose. Et on s'ennuie de ce qu'on a. Donc c'est pourquoi le travail, il est orienté en quelque sorte à répondre à des goûts changeants. Donc il y a donc les goûts ils fluctuent. Donc il n'y a pas depuis que l'homme est l'homme, hein, donc il
il a des besoins. Mais voilà, donc ces besoins, une fois réalisés, donc il cherche autre chose. Et voilà, donc c'est ça voilà, le virage qu'a pris le travail. La page 32, donc vous dites, c'est toujours, pardon, je préside aux ultimes préparatifs de lancement du premier nouveau produit depuis 10 ans, bleu, blanc, rouge. Ici, c'est De Haas qui parle, donc il a lancé un nouveau produit depuis 10 ans. Donc le produit qu'il avait donc, n'est plus compétitif. Donc il n'est plus au goût des Français. Donc il a pensé à quelque chose d'autre. Donc regardez, donc il a instrumentalisé le drapeau français. Donc le drapeau français, voilà, donc c'est une image de marque pour commercialiser son produit, pour assurer son écoulement sur le marché. Et voilà, donc ça, ce sont d'autres virages qu'a pris donc ce n'est plus répondre à un besoin, mais regardez, donc on va vers d'autres besoins que Génie a bien exprimé à la page 115. Mais aujourd'hui, l'économie du superflu vient de se substituer à l'économie de nécessité. Oui, ça résume tout en quelque sorte. Donc, cela va... c'est valable aussi pour Simone Veil. Donc, l'économie du superflu, donc le superflu, c'est dont on a besoin. C'est quelque chose dont on n'a pas besoin, mais qui s'impose quand même par les fantaisies du consommateur ou bien par ce que la publicité essaie de créer chez le consommateur. Donc, il lui fait sentir un certain besoin. Donc, c'est déjà dit dans votre œuvre. Donc, on crée un besoin ou bien on crée un problème chez le consommateur, et bien on lui propose la solution. Donc, voilà l'autre tournure qu'a pris le travail et voilà et le produit qui en est le résultat. Eh bien, merci pour votre présence et voilà, j'espère que vous nous avez ramené quelque chose de Qalaat Mougouna, les 3 personnages. Sinon, voilà, je m'y rendrai l'année prochaine et je n'oublierai pas de vous envoyer un colis chacun dans sa tombe. Et au revoir.